The mysterious disease causing international anxiety. Zika virus infection. Zika virus. Zika virus. Boston reporting its first case of the disease. The level of alarm is extremely high. The mosquito is in every country in the Western Hemisphere. Les journaux du monde entier en ont fait leur gros titre. L'Organisation mondiale de la santé s'attend à une propagation explosive du virus du Zika dans le monde. La menace plane sur 2,5 milliards d'êtres humains en Afrique et en Asie. Dans les Amériques, c'est près de 4 millions de cas recensés pour la seule année 2016. Le Brésil est quant à lui le pays le plus touché, avec plus d'1,5 million de personnes atteintes à ce jour par le virus du Zika. La pandémie gagne du terrain un peu partout dans le monde, 2 ans après l'épidémie qui a touché la Polynésie française. Nous avons décidé de retourner sur ce territoire du bout du monde, là où tout a commencé, pour tenter de démêler le vrai du faux, loin des rumeurs de ces derniers mois sur l'implication d'un pesticide ou d'un moustique génétiquement modifié. Entre 2013 et 2014, la Polynésie française a été frappée par la première épidémie de Zika. Sur cet archipel, 70% de la population a été infectée par le virus, faisant de la Polynésie un laboratoire à ciel ouvert. Jusqu'ici, le Zika était vu comme inoffensif. Et pourtant. « 30 octobre 2013. Le virus Zika fait sa première apparition dans les rapports du bureau de l'Institut de veille sanitaire de Polynésie française. Ça me semble une très bonne idée. Alors, à l'époque, c'est Henri-Pierre Mallet qui est aux commandes. On était dans un contexte d'épidémie de dengue, donc déjà on avait une surveillance un petit peu renforcée. On avait la dengue 3 qui était un nouveau sérotype qui arrivait, qui nous faisait craindre une nouvelle épidémie, donc on était sur un mode vigilance marqué sur la dengue. Et puis dans ce contexte-là, on a d'abord un premier médecin d'un dispensaire sur Punaouia, là, pas très loin, qui nous appelle pour nous déclarer j'ai des cas d'allergie. Il y a des gens j'ai des cas groupés d'allergie, mais je ne comprends pas pourquoi, comme s'il y avait une petite épidémie d'allergie. Ce médecin, nous l'avons retrouvé. Michel fait partie des médecins sentinelles de Polynésie. Ils sont les yeux et les oreilles de l'INVS, l'Institut de veille sanitaire. Des volontaires bénévoles chargés de recueillir et de redistribuer en temps réel les données épidémiologiques. Il s'agissait essentiellement d'enfants qui présentaient une éruption généralisée avec des rougeurs, des démangeaisons, sans autres signes d'accompagnement tels que de la fièvre, des douleurs articulaires ou des troubles digestifs. C'est la fréquence anormalement élevée de ces cas, environ de 5 voire 10 cas par semaine, qui m'avait interpellée et amené à pratiquer des bilans sanguins ainsi qu'à les signaler au bureau de veille sanitaire. Donc au bout de 2 semaines, on avait des clusters, comme on appelle, des petits groupes de personnes comme ça qui étaient déclarés avec ces éruptions, cette petite fièvre, des petites douleurs articulaires, les yeux rouges, souvent, et ce n'était pas une allergie. Hein, sur des gens dispersés, ce n'était pas une allergie. Des symptômes qui ne ressemblent pas à ceux connus de la dengue. Et puis, ces patients ont déjà été infectés. Ils sont donc théoriquement immunisés. Les analyses sanguines confirment que ce n'est pas la dengue. Au pôle de recherche et de veille sur les maladies infectieuses émergentes de l'Institut Louis Mallardet de Papeete, le docteur Lormeau, virologue, suppose vite qu'un autre agent infectieux circule. Mais lequel? On a cherché chikungunya, puisqu'il circulait quand même déjà pas mal. On a cherché le virus West Nile, puisqu'il était régulièrement à l'origine d'épidémies aux États-Unis. On a cherché le virus Ross River, qui est un virus qui cause également donc, des infections et des épidémies régulières en Australie. Et qu'on s'est dit, on va chercher le Zika. Et c'est là qu'on a trouvé effectivement du Zika. Le virus Zika n'est pas une nouveauté pour Mao Lormeau et ses collègues virologues. Il a été détecté pour la première fois en avril 1947 chez un macaque dans la forêt Zika, en Ouganda.
sur des singes placés ici pour étudier la fièvre jaune, un autre arbovirus transmis par les moustiques. À ce moment-là, le virus se développe uniquement en forêt, passant de singe à singe par l'intermédiaire du moustique. L'homme n'est que très rarement concerné et le premier cas humain infesté par le Zika est repéré en 1954. On trouve de nouveau le virus à la fin des années 60 en Malaisie, sur quelques cas humains, jusqu'à ce qu'une épidémie se déclenche sur une île du Pacifique. Didier Musso est le directeur du pôle de recherche des maladies émergentes de l'Institut Louis Mallardet à Tahiti. Il est aux avant-postes quand le virus Zika arrive en Polynésie. On n'avait absolument aucun recul sur cette maladie et extrêmement peu de connaissances. Il y a une première épidémie qui a été décrite dans une île isolée du Pacifique, l'île de Yap, dans les États fédérés de Micronésie, en 2007. Et après 2007, il n'y a plus rien eu du tout. C'est une seule épidémie, ça a donné que des cas bénins, aucune complication, c'est passé comme c'est venu, et depuis 2007, ça a disparu du monde entier. Voilà. En 2013, ça arrive chez nous. Lorsqu'on a dit c'est le Zika, qu'on a informé sur ce qu'était le Zika, que les seules données qu'on avait sur le Zika, maladie bénigne, clairement, une seule épidémie, bon ok, c'est pas de bol, on comprend pas, mais c'est pas grave. Pour caricaturer, ça a été un petit peu ça la réaction. Et donc, on va suivre l'affaire, mais sans plus de préoccupation. Faut-il s'inquiéter, sachant qu'il n'existe pas de test rapide de dépistage du Zika et qu'il semble se dissimuler derrière l'épidémie de dengue, endémique en Polynésie? Nous, on avait alerté les autorités sanitaires en disant « Attention, pour l'instant, il y a écrit que c'est une maladie bénigne. » Mais comme il y a eu très peu de cas, c'est statistique, s'il y a une complication grave qui arrive dans un cas sur 10 000, l'épidémie en Micronésie, il n'y avait eu que 5 000 cas. Donc statistiquement, les complications graves, ils ne pouvaient pas les... Ils n'en avaient pas eu, ou alors ils sont passés à côté parce que statistiquement, ce n'était pas significatif. L'épidémie de Zika s'installe en Polynésie. Elle est foudroyante. Le service de neurologie et celui des urgences du centre hospitalier de Papeete sont débordés. Plus grave encore, le docteur Sandrine Mons, responsable de l'unité de réanimation de l'hôpital, commence à recevoir des malades souffrant du syndrome de Guillain-Barré, une maladie auto-immune du système nerveux. On a commencé par recevoir un patient, puis 2 jours plus tard un autre patient, ce qui est assez anormal puisque normalement en réa on reçoit 1 à 4 maximum patients atteints du syndrome de Guillain-Barré par an. Donc là, dès le premier patient, on a eu un peu l'attention attirée et on se rend compte que 15 jours avant, ils ont eu une éruption cutanée, ils ont eu de la fièvre, ils ont eu des douleurs dans les articulations. Donc forcément, quand ils nous ont décrit tous ces signes-là, on a fait le rapprochement, on a vite compris que le Zika pouvait entraîner des syndromes de Guillain-Barré, même si ce n'était pas décrit jusqu'à présent. Le Zika, c'est décrit comme une maladie bénigne. C'est une maladie bénigne qui a totalement saturé la réanimation de l'hôpital, donc c'était pas bénin du tout. Donc. Là, on a eu des patients hospitalisés en unité de soins continus. En fait, on en a eu au moins 3 hospitalisés en USCP dans ces box-là. Et dans toutes les autres unités, toutes les unités ont eu au moins 1 à 2 patients porteurs d'un syndrome de Guillain-Barré. Le syndrome de Guillain-Barré est un trouble neurologique rare, entraînant une paralysie progressive qui commence par les pieds pour évoluer vers le haut du corps. 10% des personnes qui contractent la maladie en meurent. Si un syndrome de Guillain-Barré évolue tranquillement, sans complications, on peut s'attendre à une évolution sur à peu près 1 mois pour les cas les plus graves. Mais dès que l'évolution en réanimation est émaillée de complications à type de pneumopathie, de SDRA, comme on en a eu un, là c'est syndrome de détresse respiratoire aiguë, donc l'incapacité des poumons à oxygéner le sang correctement. Là, ça devient beaucoup plus compliqué et beaucoup plus long. Le cas le plus grave que vous ayez eu à traiter? C'est un patient qui justement a fait cette complication-là, de syndrome de détresse respiratoire aiguë, et qui a dû être hospitalisé de façon très prolongée, 4 mois. Ce patient, nous l'avons retrouvé. Il a regagné son domicile de Faa après plusieurs mois d'hospitalisation et de rééducation. Larry se souviendra longtemps de cette journée où, après avoir déposé sa fille à l'école, il ne se sent pas très bien. C'était le mercredi 3 décembre 2013.
Je savais que je n'étais pas bien aussi. Hein. Et je me suis reposé au moins. Je me suis dit, je prends 10 minutes de repos. Quoi. Dès que je me suis allongé, en moins d'une minute, on m'a dit, hein, c'était flagrant. Je m'allonge, je suis paralysé là d'un coup. Là, je sentais mes orteils s'éteindre, mes pieds, les tibias, les genoux, c'est monté petit à petit. Hein. J'étais paralysé, quoi, des membres inférieurs. Et en l'espace de 2 minutes, c'est la détresse respiratoire qui est venue après. J'ai eu du mal à respirer, j'ai commencé à m'étouffer, j'ai essayé de chercher de l'air. Je me suis laissé tomber de mon lit pour pouvoir ramper jusque dans le salon. Voilà. Au prix d'efforts surhumains, Larry arrive tout de même à joindre par téléphone les pompiers. Sa situation est critique. Je me suis retrouvé à l'hôpital. Et je me tordais de douleur et tout ça. C'était difficile. Que pour la respiration, parce que de plus en plus, je perdais le souffle. J'avais du mal à gonfler mes poumons, tout ça. Expirer, inspirer, tout ça. C'était atroce, quoi. À 1h du matin, là, du 3 décembre 2013, on m'avait transféré en Réa. Et toi, quand tu es revenu à toi, c'est en mi-mars, je crois, hein, en mars 2014. Bon, je ne réalisais pas trop le temps que j'ai mis. Moi, j'étais plutôt resté au 3 décembre 2013. Larry, il a passé 4 mois en réanimation. C'est beaucoup? C'est énorme. C'est énorme. La durée moyenne de séjour en réanimation, c'est 7 jours. Hein. Et là, vous pensez qu'il s'en est plutôt bien sorti ou pas? Il s'est plutôt bien sorti de tout ce qu'il a eu parce qu'il a eu vraiment beaucoup de complications très très graves et malheureusement on a pensé le perdre à plusieurs reprises. Hein. 4 mois de coma, trachéotomisé, où Larry flirte avec la mort. Au même moment, Sandrine continue de recevoir dans son service de réanimation des malades atteints du syndrome de Guillain-Barré. À un moment, on s'est dit, si les patients continuent à arriver à 1, 2 par jour avec un syndrome de Guillain-Barré aussi grave que ça, notre service de réa va être en saturation et on ne pourra plus assurer des soins de qualité pour les autres patients et puis même les patients atteints de syndrome de Guillain-Barré aussi. Situation de tension extrême parce qu'à côté des Guillain-Barré, il y avait toutes les consultations. Hein. Les urgences étaient inondées, les médecins libéraux aussi, voilà. Il n'y a pas de décès, il n'y a pas de mort, l'hôpital arrive à accueillir. Jusqu'où? Au ministère de la Santé polynésien, on prend le problème à bras-le-corps. Yann Turgeon, médecin urgentiste et conseiller technique de la ministre, sent que la situation commence à leur échapper. Il appelle à l'aide. L'épidémie de Zika se développe à une vitesse folle. La ministre, elle a tout de suite compris que c'était effectivement quelque chose d'inquiétant. Et puis quand arrivent les premiers cas de Guillain-Barré, c'est-à-dire les complications graves en plein moment où l'épidémie flambe vraiment beaucoup, elle a vraiment tout de suite pris les choses en main, puisque là aussi les communiqués au niveau du Conseil des ministres ont été faits très rapidement. Les demandes d'aide, entre guillemets, ont été faites à tous les niveaux, que ce soit au niveau du réseau océanien, le ROSP, l'OMS, la France. Il faut dire que la Polynésie bénéficie au sein de la République française d'un statut bien particulier. C'est une collectivité d'outre-mer autonome pour certains ministères, mais pas pour tous. La Polynésie étant autonome en matière de santé et en beaucoup d'autres choses, sauf en ce qui est régalien, donc défense, sécurité reste d'État, santé est pays. Donc là, on est entre les deux. Tant que c'est un problème de santé publique, ça ne regarde pas l'État. Si ça devient un problème de sécurité intérieure, une crise sanitaire, ça concerne l'État. Donc on comprend bien la difficulté, chacun tiraille dans son sens, etc. Et l'État n'est pas très chaud
pour déclarer une crise. C'est pour ça que le mot crise n'a pas été employé. C'est parce que s'il y a crise, il y a mise en jeu de la sécurité publique et l'État se doit d'intervenir. Et ça coûte. Et ça coûte. Et ça coûte. Donc on était toujours sur cet équilibre. Est-ce qu'on est en crise ou pas? Pour la Polynésie, il n'y a pas de doute. C'est bien d'une crise sanitaire dont il s'agit. Mais la France temporise. Et pendant que l'on joue sur les mots dans les cabinets ministériels, à l'hôpital, les patients continuent d'affluer. Et demain, on va enlever le tuyau, ok? La réponse de la France en étonne plus d'un. Et bien là, la réponse est, attendez, on va venir voir, on va venir évaluer, on va vous dire de quoi vous avez besoin. Et donc là, il y a eu un petit hiatus entre ce que nous, on attendait à ce moment précis et ce que la France nous a proposé. Donc ils sont venus voir l'ensemble des intervenants, qui sont venus me voir aussi, qui ont fait une évaluation qui a été exactement celle qu'on avait faite. C'est-à-dire, oui, il y avait une épidémie grave, oui, c'était en croissance, oui, on avait plein de Guillain-Barré, oui, il y avait un risque de débordement, mais ils ont proposé de fixer un seuil d'alerte maximale à partir duquel ils enverront des moyens. La Polynésie demandait des respirateurs et du matériel lourd pour faire face à l'afflux massif de malades atteints du syndrome de Guillain-Barré. Elle a finalement reçu des tableurs Excel. Ce seuil, on l'a frôlé en permanence, on ne l'a jamais atteint. Donc au final, ça s'est bien passé, on a géré effectivement, mais ça a été très très lourd, alors qu'il y aurait peut-être eu un appui ponctuel lorsqu'on l'avait demandé avec une confiance plus importante de l'État vis-à-vis de ce qu'on leur disait, plutôt que d'envoyer une mission d'évaluation qui finalement a coûté aussi. Ça se joue à pas grand-chose, c'est sûr. Catastrophe, je ne sais pas, mais c'est sûr qu'on était en état de crise, à l'évidence, on était en état de crise, ouais. À ce moment-là, il ne s'agit plus d'arrêter l'épidémie de Zika. Il est déjà trop tard. Yann Turgeon, le conseiller technique du ministre de la Santé, décide alors de tout faire pour ralentir au maximum l'épidémie afin de désengorger le service de réanimation de l'hôpital. Sandrine ne dispose plus d'aucun lit en réanimation. Notre volonté, nous, au niveau du ministère et de l'ensemble des structures de santé, c'était de ralentir l'épidémie pour ralentir l'apparition des cas graves. On a bien expliqué aux gens, donc il y a un travail que les gens doivent faire, c'est pas seulement les services de la santé ou du pays sur la lutte antivectorielle, c'est aussi tout le monde. Ça, je crois que c'est très très important. C'est le dégitage individuel, c'est-à-dire chacun, chez soi, doit faire en sorte qu'il y ait moins de moustiques. Ça passe par des mesures simples qu'on a bien expliquées à la population avec des spots, avec des conférences de presse, etc. L'eau stagnante, ça c'est probablement ce qu'il y a de plus efficace. Les pompiers sont mobilisés partout dans le pays. C'est le colonel Tournay qui coordonne les opérations. Il s'agit de lutter contre le moustique localement, au plus près de la population. Une tâche difficile, car la Polynésie ne possède pas de nom de rue ni d'adresse précise. Et ce, sur les 76 îles habitées réparties sur un territoire vaste comme l'Europe. C'est à Tahiti, et plus particulièrement à Papeete, que se concentrent les efforts du colonel Tournay. La capitale regroupe un grand nombre d'habitants, mais elle bénéficie d'un plan de sauvegarde communal élaboré par Sam Roskol et son équipe. Ça va bien, Sam? Ça va bien. Ça va? Ouais, ça va bien. Bon. Alors ici on est intervenu ici à Tono, Titioro, et bien sûr une équipe aussi qui fait le tour du voisinage pour expliquer notre action par rapport à la lutte antivectorielle. Donc on a des actions qui ont lieu directement chez les habitants avec des équipes à pied et des actions un peu plus lourdes qui ont lieu sur des dégitages au niveau des arbres, etc., sur les lieux publics de la commune. Le dégitage, c'est la priorité des pompiers et des équipes d'intervention de la salubrité publique. Ici, sur la commune d'Aroué, ils sont accompagnés aussi de policiers municipaux. Voilà, ça va, c'est assez sec. Leur objectif ? Éliminer les réservoirs d'eau stagnante dans lesquels les moustiques peuvent pondre leurs œufs. On venait pour l'opération Zika. Il y a quelqu'un? Non, c'est pour savoir si on pouvait faire le tour du jardin avec toi, voir s'il n'y avait pas des gitans moustiques. Vous êtes entièrement libre. Super, c'est gentil, merci. Un peu sec là. Ouais, c'est plutôt. Ouais. Les bromélias, c'est vraiment des plantes qui retiennent l'eau en fait. Hein. Donc ça retient l'eau au centre. Donc pour nous, c'est un peu problématique. Voilà. Donc c'est des plantes qu'on va déconseiller dans les écoles, dans tous les établissements publics. Un travail de titan, mais qui finira par payer. Voilà,
L'épidémie régresse et finit par s'éteindre toute seule, car 70% de la population a été touchée par le virus du Zika. Il n'y a plus suffisamment de personnes à infecter. L'essentiel de la population est désormais immunisé. Donc en fait, on va gérer ça tout seul. On est au bout du monde, hein, on a l'habitude, hein, donc c'est pas la première fois qu'il y a ce genre de problème, quoi. Ça a été quand même assez catastrophique et on savait pas du tout où on allait, hein, pour être franc. Parce qu'il y a eu le Guillain-Barré, il aurait pu y avoir autre chose. Hein. Il y a des maladies qu'on connaît, sur lesquelles on travaille depuis des décennies, on continue à en découvrir. Donc il est totalement illusoire de penser que toutes les complications, tous les problèmes liés au Zika, ça y est, c'est fini, on n'entend plus parler. Les équipes de l'Institut Louis Mallardet doivent maintenant prouver que le virus Zika est bien la cause des cas de Guillain-Barré qui ont saturé la réanimation de l'hôpital. Donc le problème, c'est que les gens se sont présentés à l'hôpital en étant plus virémiques, donc ils n'avaient plus de fièvre, ils n'avaient plus de virus dans le sang. Donc il n'était pas possible de confirmer l'infection Zika en recherchant le virus. Donc il y a eu après à mettre en place au niveau du laboratoire toute une série d'analyses pour essayer d'apporter les preuves du lien entre l'infection Zika et la survenue de ces cas de Guillain-Barré. Les études vont durer plusieurs mois. Pendant ce temps, le Zika réapparaît au Brésil et sur tout le continent américain. C'est la même souche que celle qui a circulé en Polynésie, avec plus de 99% d'homologie. L'épidémie est là aussi foudroyante. Des cas de Guillain-Barré sont déclarés, mais c'est la proportion énorme de microcéphalie sur des nouveau-nés, 20 fois plus qu'en temps normal, qui inquiète la communauté internationale. Depuis la fin 2014, le Bureau de veille sanitaire polynésien menait des investigations sur une possible corrélation entre de graves atteintes cérébrales sur des nouveau-nés et le virus du Zika. Marianne Bénard, responsable de la réanimation pédiatrique de l'hôpital de Papeete, se posait déjà des questions sur ces malformations congénitales. En fait, nous avons signalé assez rapidement ces histoires d'enfants qui n'arrivaient pas à déglutir à la naissance. Quand on en voit un, on s'est dit, bon, c'est probablement génétique, on ne sait pas trop. Puis un deuxième, on se pose des questions. Alors, au coup du troisième, là, au mois de novembre, j'ai tiré la sonnette d'alarme. Je dis, ça fait 3 enfants qui sont nés en 6 mois, qui ne savent pas, qui ne peuvent pas déglutir. C'est quelque chose de grave. Ces enfants sont à haut risque de décéder d'une fausse route. Et on ne sait pas comment ils vont évoluer dans le temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand le Brésil déclare une épidémie de microcéphalie, Marianne se replonge dans les archives du ministère de la Santé polynésien. En reprenant un peu les dossiers de diagnostic anténatal sur les malformations neurologiques, on s'est aperçu qu'en 2014, entre avril et mai, il y a eu 10 interruptions de grossesse pour des malformations cérébrales sévères qui n'étaient pas liées à des anomalies génétiques ni à des virus classiques comme le cytomégalovirus. Donc on n'avait pas d'explication non plus pour ces mères. Sauf que pareil, en recoupant les événements, on s'est aperçu que le début de leur grossesse était en plein pendant l'épidémie de Zika. Sur les 18 cas de malformation détectés, 10 interruptions de grossesse ont été réalisées et 2 enfants sont décédés après leur naissance. Parmi les enfants qui ont survécu, 3 souffrent d'anomalies du tronc cérébral qui provoquent des troubles de la déglutition. C'est le cas de Rihanna. Marianne se souvient de son arrivée dans le service de réanimation. C'était au mois de février 2015. Elle est arrivée dès le lendemain de sa naissance pour une suspicion de convulsion, de malaise. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'elle avait une séquence de Pierre Robin, qu'elle ne pouvait pas déglutir et qu'elle faisait des fausses routes. Et avec son regard un peu fixe, on a pris ça pour une éventuelle convulsion, mais en fait, c'était la paralysie de ses muscles oculaires qui était responsable de ça. Marianne est convaincue que le Zika est responsable de la maladie de Rihanna. C'était juste une suspicion, puisque jusqu'à présent, on n'a pas la preuve. On a une forte présomption vu la chronologie des faits, mais on n'a pas de preuve. Et c'est vrai que voilà, ça reste une de nos hypothèses principales, Zika. Donc pour l'instant, on ne peut pas encore conclure dessus.
On verra bien si dans les autres pays qui sont atteints par cette épidémie, ils verront des cas similaires et peut-être qu'eux, en période aiguë, auront plus les moyens de faire la preuve de l'infection. Rihanna a aujourd'hui 17 mois. Elle est toujours suivie de très près par le docteur Bénard. Bonjour Rihanna. On va te voir? Je suis réveillée. Ah bah ça tombe bien. Entrez. Est-ce que tu arrives à tenir assise toute seule ou pas encore? Non, pas encore. Non? Tu attrapes les objets? Ah bah tiens, tiens. Et ça, tu peux attraper Rihanna? Ah oui, c'est bien. Voilà, hop. Tiens. On va s'allonger un petit peu pour pas trop te fatiguer. Hop là. Coucou. On change son bouton de gastrostomie par lequel maman elle branche la nutrition dessus tous les soirs. Donc là ça va dans l'estomac et puis par ici on branche la nutrition. Donc je change juste le bouton puisque t'es une championne Rihanna. Hop et voilà. Voilà, calme-toi. Voilà, détends-toi un peu. On remet le bouton. Voilà, ça y est, c'est bien Rihanna, c'est bien. Rihanna a la séquence de Pierre-Robin et le syndrome de Moebius. Donc, la séquence de Pierre-Robin, c'est le menton qui est en retrait au fait, donc la langue qui vient boucher la voie respiratoire. Et puis le syndrome de Moebius, c'est une semi-paralysie faciale au fait. Donc ce qui fait qu'elle garde toujours la bouche ouverte, parce que la paralysie elle est à ce niveau-là, et qui lui empêche le sourire au fait et l'expression du visage. Donc, on vit avec, on apprend, et elle nous montre, au fait, elle nous montre là, qu'elle est contente, qu'elle n'est pas contente. Donc... Rihanna a besoin d'appareillage pour se nourrir et respirer. C'est une pompe en fait, qui, voilà, en fait, quand on lit, c'est à la pompe en fait. D'accord. S'il n'y a plus de batterie, elle ne peut pas manger. Donc il faut tout le temps surveiller qu'il a bien au moins 1 ou 2 barres. Qu'elle puisse manger. Voilà, pour l'aider à respirer. Comme elle s'évade beaucoup avec sa bouche. Donc à chaque fois, il faut brancher la suie séparée. Tout le temps vérifier qu'elle soit pleine. Si on se déplace, il n'y a plus de batterie, si elle sécrète, elle s'étouffe, elle ne peut plus respirer. Il y a toute une vie en fait qui a changé. Oui. Donc là, c'est juste une question de patience. Il faut juste être patient le temps qu'elle guérisse. Et pendant ce temps-là, on se consacre beaucoup plus pour elle. Pas fait grand-chose. Ils ont été formés en milieu hospitalier afin de justement gérer la trachéotomie, de savoir la changer, d'aspirer, de déboucher, et d'avoir les gestes d'urgence quand ça arrive, si elle l'arrache ou quoi que ce soit. Donc quand on sent qu'ils sont prêts, qu'ils sont demandeurs, et bien ça permet le retour à domicile assez rapidement. Les parents de Rihanna ont dû déménager et mettre leur vie entre parenthèses pour s'occuper de leur fille 24 heures sur 24. Alors, ce que vous entendez, c'est sa salive au fait, qui tombe dans la trachée. Et puis, avant, c'était impossible de la garder, de sortir sans l'aspirer toutes les 5 minutes. Bon, maintenant, ça va. Oui, oui. Oui, chérie. Il y a un changement radical, même dans la maison. Je peux pas. J'ai un salon, mais je ne peux pas aménager joliment comme je veux. Il y a un lit, donc c'est pour elle. Je suis toujours pas loin. Hein. Je suis dans la cuisine à préparer le repas, donc elle est là sur le lit. Il faut toujours au fait qu'on ait une vue sur elle au fait. Donc, de toute façon, elle ne va pas tarder à dormir. C'est maman. Toujours la prévenir quand je la touche, quand
Quand je fais tomber quelque chose, parce qu'elle réagit, elle se fâche. Donc je la préviens toujours à ses mamans, je suis là, pour la mettre en confiance, en fait, pour la rassurer. Donc après, bon, ça passe. Zika, je l'ai eu 2 mois, hein, je pense, avant de tomber enceinte. J'ai, oui, les plaques rouges qui grattent et tout, et j'étais à plat. Hein, j'ai manqué le boulot pendant, le travail pendant 1 semaine. J'avais 1 semaine de repos parce que je ne pouvais même pas tenir un crayon. Donc, comme j'ai dit au docteur Bénard, est-ce qu'il y a le reste, tu vois, il y a les restes de Zika, et puis après je suis tombée enceinte. Je ne sais pas. En fait, il faut encore des recherches, mais donc on est toujours dans le doute Zika ou le produit qu'ils ont aspergé pour les moustiques, justement. Parce qu'on était, la route était, tu vois, là, le jardin. Notre chambre elle était ici, au fait. Ils ont aspergé ça. Possible, que c'était un produit interdit partout dans le monde. Et puis ici, ils ont accepté. Ça peut être possible. Maintenant, il faut chercher ce produit. Ils avaient tous des masques, ils étaient tous protégés, sauf nous. La population n'était pas protégée. Donc, peut-être qu'il faut voir ce côté-là aussi. Pourquoi c'était interdit en Europe partout et chez nous, non. Ils ont accepté, ils ont validé. Donc. Car pour lutter contre les moustiques porteurs du Zika, la Polynésie a pulvérisé des litres et des litres d'insecticides. De quoi se poser des questions. Les anomalies congénitales de Rihanna sont-elles uniquement dues au virus du Zika ou bien à d'autres facteurs, comme en est convaincu son père? Difficile à dire. Au même moment, une équipe argentine établit un lien entre les microcéphalies des nouveau-nés au Brésil et l'utilisation à grande échelle d'un insecticide, le pyriproxifène, un inhibiteur de croissance qui empêche les moustiques d'atteindre l'âge adulte. Le pyriproxifène est l'un des 12 larvicides recommandés par l'OMS pour réduire les populations de moustiques. Le médicament serait-il devenu un poison? Peut-être. Pourtant, l'exemple polynésien ne corrobore pas cette hypothèse. Au bureau d'hygiène et de salubrité publique de Papeete, on affirme que l'insecticide utilisé contre le Zika est le même que celui employé contre la dengue ou le chikungunya. C'est de la deltamétrine. Il fallait faire une lutte d'envergure sur l'ensemble de la Polynésie française, une lutte d'envergure aussi bien au niveau de la lutte contre les moustiques adultes, il fallait traiter partout. Et on n'a pas utilisé la deltamétrine de manière systématique, donc on faisait une alternance avec d'autres matières actives. C'est quoi les autres matières actives? À l'époque, quand même, on utilisait le malathion. Et vous employez toujours des produits qui sont reconnus par l'organisation? Oui, systématiquement. À partir du moment où l'Organisation mondiale de la santé recommande une liste de matières actives, eh bien nous, on peut donc aller et le malathion et le deltamétrine sont oui, à l'époque. Maintenant, depuis Zika, on n'a pas utilisé le malathion, on a utilisé la deltamétrine. Du malathion avant qu'il ne soit interdit. De la deltamétrine recommandée par l'OMS, mais jamais de pyriproxifène, mise en cause dans les cas de microcéphalie au Brésil. Le virus du Zika reste aujourd'hui l'hypothèse la plus sérieuse pour expliquer les malformations congénitales des enfants polynésiens. Alors, comment lutter efficacement contre la propagation du virus du Zika? En s'attaquant aux moustiques. C'est le serial killer numéro 1, le moustique. Plus d'1 million de morts chaque année. Et on croit que le serial killer le plus important, c'est le requin ou le crocodile. Eh ben non, c'est le moustique. Un serial killer de la famille des Aedes, de celles qui piquent les hommes. Anna Bellafayou est entomologiste et directrice de recherche à l'Institut Pasteur. C'est une spécialiste des moustiques de Polynésie. Le fameux Aedes polynesiensis, ça c'est mon petit préféré. Donc c'est un moustique qui est également vecteur de la dengue et on suspecte fortement ce moustique également de la transmission du virus Zika. Le Zika se transmet ici entre le moustique et l'homme. Lors d'une piqûre,
Le moustique se contamine en prélevant le virus dans le sang d'une personne infectée. Le virus se multiplie ensuite dans le moustique qui, à l'occasion d'une autre piqûre, pourra transmettre le virus à une autre personne. Anna Bella tend à démontrer qu'en Polynésie, 2 vecteurs pourraient être à l'origine de la transmission du Zika vers l'homme. Aedes aegypti dans les zones urbanisées et Aedes polynesiensis dans la brousse. 2 vecteurs qui pourraient expliquer la vitesse de propagation de l'épidémie. Alors, mes petits moustiques. Donc en fait, on va regarder celle-là. On va regarder celle-là. Et puis on va essayer de voir un peu dans quel état sont les œufs. Ces œufs sont capables de supporter ce qu'on appelle la sécheresse. C'est-à-dire la femelle de moustique va pondre des œufs et ces œufs peuvent rester comme ça à sec pendant quelques mois, même jusqu'à une année. Il suffira de quelques gouttes d'eau pour qu'ils donnent naissance à des moustiques, 1 an après avoir été pondus. Dans ces conditions, on comprend que la guerre contre les moustiques est loin d'être gagnée. À l'Institut Louis Mallardet de Tahiti, on étudie les moustiques pour mieux les combattre. Une fois par mois, un technicien se rend dans la brousse pour renouveler le stock de moustiques polynesiensis. Car ils sont au centre d'un programme innovant contre le virus du Zika. Pas hésiter à bouger, comme ça on ne se fait pas piquer. Et là, tu en aspires combien à peu près? Oh, ça dépend, ça varie d'un endroit à l'autre. Hein. Tout juste pour faire une bonne cage en fait. Oh, centaines de moustiques. Arrivé au labo, je vais identifier un par un pour m'assurer que c'est soit polynesiensis, soit aegypti. Je les mets dans une autre cage et après je les fais pondre en fait. Au laboratoire Mallardet de Paea, sur l'île de Tahiti, une équipe de 6 personnes placée sous la responsabilité de Hervé Bossin produit 40 à 50 000 moustiques par semaine. Bonjour à tous. Comment ça va ce matin? Vous allez me battre le record cette semaine encore? Record de production? Ça se présente bien, on dirait. Hein? L'idée d'Hervé Bossin, chef du service d'entomologie de l'Institut Louis Mallardet, c'est d'élever des moustiques pour se débarrasser du Zika. La production de ces moustiques mâles en masse, elle commence par l'éclosion des œufs que nous maintenons en production. Hein. Et c'est ce qu'on voit dans ces plateaux. Les masses noires, ce sont les œufs. Et si on se rapproche un peu en détail, vous verrez donc, ces dizaines de milliers de larves qui bougent dans l'eau. Au bout de 7 jours, voilà ce que l'on a. Il y a encore quelques larves de stade 4, les grandes larves, avant qu'elles se transforment en nymphes. Ces petites nymphes qui ont une forme de virgule. Et donc de ces petites nymphes qui vont pendant 2 jours se métamorphoser, on va avoir l'émergence de l'adulte. Et là, il y a quoi? Des mâles, des femelles? Là, ça c'est mâles et femelles. Seuls les mâles intéressent le docteur Bossin. Ici, on a mis au point un système simple mais efficace pour les séparer des femelles. Les nymphes femelles sont plus larges que les nymphes mâles. Elles prennent plus de temps pour se développer dans les plateaux qu'on a vus précédemment. Et donc elles sont plus grosses, plus larges, plus charnues. Et donc elles restent bloquées dans cet appareil grâce à leur épaisseur. C'est un poste très important puisque comme seules les femelles piquent l'homme, on ne veut pas évidemment lâcher de façon accidentelle des femelles sur le terrain. Une fois les femelles éliminées, les mâles sont relâchés dans la nature, non sans avoir été au préalable contaminés par une bactérie naturelle nommée Wolbachia, qui rend les femelles avec lesquelles ils s'accouplent stériles. Les effets de ces lâchers de moustiques se font ressentir rapidement dans la population infectée.
L'espérance de vie diminue suffisamment pour empêcher le moustique de contracter et de transmettre le virus du Zika. Ceux-là, ils sont porteurs de la Wolbachia AB, justement? Voilà, c'est ça. C'est les fameux mâles incompatibles, stérilisants. Tous ces mâles, eh bien, ils vont être lâchés dans 2 jours, jeudi matin. Se servir des moustiques contre les moustiques, c'est aussi le côté élégant de l'approche. Hein. C'est vrai que ça marche tellement bien que ça vaut le coup, quoi. C'est sur Tetiaroa, l'île de Marlon Brando, qu'Hervé Bossin mène son expérience depuis plusieurs années. L'acteur était tombé amoureux de cet atoll pendant le tournage des Révoltés du Bounty. Dans son testament, il avait écrit que Tetiaroa devait contribuer à la préservation de l'environnement et à l'étude de la biodiversité. Les héritiers de l'acteur ont respecté la parole de leur père en mettant à la disposition du docteur Bossin 75 hectares pour mener à bien ses expériences. C'est en compagnie d'un des fils de Marlon Brando qui a toujours vécu sur l'île de Tetiaroa qu'Hervé Bossin prépare le lâcher de moustiques porteurs de la bactérie. Ben, tout le monde se porte bien, ils seront prêts pour les lâcher demain. Hein. Là, cette semaine, on va lâcher environ 90 000 mâles sur un terrain de 75 hectares. Question, le thon blanc, là, c'est du jus sucré, donc on leur donne de quoi se sustenter avant l'envol. Donc ils partent avec des réserves énergétiques qui leur permettent d'affronter le terrain dans les meilleures conditions possibles. L'île de Tetiaroa abrite un hôtel hors norme. 35 villas cachées sous les cocotiers, mais ouvertes sur l'un des plus beaux lagons du monde. Un véritable petit village qui emploie 250 personnes à l'année. C'est vraiment idéal hein, d'avoir un site aussi unique qui nous permet d'avoir une variété d'habitats à la fois naturels et d'autres qui sont en présence de populations humaines avec des constructions, un milieu quasiment semi-urbain au niveau de l'hôtel qui nous permet de vraiment tester, valider les outils, les procédures, les méthodologies qu'on est en train de mettre au point et qui nous permettront d'être prêts le jour où on veut transposer cette technologie sur des îles un peu plus complexes et un peu plus grandes. Mais avant de lâcher ces moustiques de laboratoire, Hervé vérifie la population des moustiques résidents. Alors, il y a du monde, hein? Alors, ce sont des pondoirs pièges qui servent à récolter les œufs de moustiques Aedes. On ramène ça au laboratoire et Margot, elle va comptabiliser les œufs, les mettre en éclosion, voir combien de larves vont éclore à partir de ces œufs. Et toutes les semaines, on fait un suivi régulier de l'évolution de la population entre un motou qui est traité et un autre qui est témoin. Donc celui de l'hôtel de Brando, par exemple. Ouais. Donc au départ, on avait des œufs. Ouais. Maintenant, de moins en moins. Et parmi ces œufs, on regarde le taux d'éclosion et maintenant, on est à 0% d'éclosion, avec de moins en moins d'œufs. Donc ça indique que la population de moustiques s'effondre et qu'il n'y a pas de renouvellement de la population au cours du temps. Depuis septembre 2015, Hervé Bossin et son équipe ont lâché plus d'1 million d'insectes mâles porteurs de la bactérie Wolbachia sur l'atoll. Cette expérimentation de lâcher de moustiques stérilisants est la plus importante menée actuellement dans le monde. Il y a quelques mois, on a concentré les lâchers dans les zones où les moustiques pullulaient énormément. Et puis, au bout de 4 mois, la population ayant quasiment disparu, on s'est permis d'étendre les lâchers sur des zones beaucoup plus vastes, de façon à ce qu'on ait une répartition des moustiques dans tous les endroits du motu, quoi. La diminution des moustiques femelles sur l'atoll est telle que plus personne n'utilise d'insecticides. 95% de la population de moustiques a été anéantie. Le directeur de l'hôtel Brando l'a bien compris. Une destination de vacances sans moustiques et donc sans Zika plaît aux clients fortunés de l'hôtel.
quand ils arrivent et de se trouver dans une forêt tropicale comme ça et de se dire mais on n'a pas de moustiques, qu'est-ce qui se passe, comment? Donc oui, ils sont surpris. Mais surpris et très agréablement surpris. Je pense que c'est important d'abord parce que, encore une fois, ce n'est pas un animal forcément intéressant, qui nous apporte plus d'inconfort qu'autre chose. Et bon, c'est un porteur de maladies, donc, et on sait qu'en Polynésie, on est quand même pas mal soumis. Donc oui, je pense que c'est bien. Maintenant, c'est un programme qui coûte effectivement très cher. L'expérience menée à Tetiaroa est financée par la Polynésie et la France à hauteur de 265 000 €. Hervé Bossin souhaite ensuite transférer sa technologie vers des îles plus grandes comme Moorea, Bora Bora ou Tahiti. Des initiatives de ce genre se développent un peu partout dans le monde, en Chine et au Brésil, car il y a urgence. L'Organisation mondiale de la santé vient de décréter l'épidémie de Zika comme une urgence de santé publique de portée mondiale. Les urgences de portée internationale, c'est quand même extrêmement rare. Hein. Ça a été le H1N1, Ebola et maintenant le Zika. C'est des choses très très rares. Des urgences qui doivent vraiment concerner le monde entier avec un impact vraiment sévère. Donc à l'époque, effectivement, la crise au niveau de l'épidémie au niveau de la Polynésie, sans décès, uniquement des Guillain-Barré, mais qui n'était pas vraiment prouvé, c'était difficile d'en faire une urgence de santé publique à portée internationale. Pour autant, il y avait le potentiel, la preuve. Pourquoi n'a-t-on pas pris la mesure de ce qui s'est passé en Polynésie? Car dès le début de l'année 2014, il était prévisible que l'épidémie se propage dans le reste du monde. Mais il faut des morts, c'est triste à dire. Il faut des décès ou des choses un peu sensibles. Les malformations chez les enfants, c'est extrêmement sensible. Ça a ému tout le monde, avec raison, hein, complètement. S'il n'y a pas eu de mort directement liée à l'épidémie de Zika en Polynésie, les cas d'enfants atteints de microcéphalie ou, comme Rihanna, de maladies auto-immunes devraient se multiplier. Le Zika va laisser des traces un peu partout dans le monde. Rihanna n'a pas demandé à venir à arriver comme ça hein, sur Terre. Hein. Et puis, si les parents sont courageux, aussi courageux que nous, ça va. L'avenir est OK. Aujourd'hui, les parents de Rihanna ont bon espoir de voir la santé de leur fille s'améliorer. Chaque jour, elle nous montre une chose qu'elle fait de plus. Donc, elle a beaucoup de retard, mais ça viendra. On lui laisse le temps. Cela fait maintenant 2 ans que Larry a entamé sa rééducation. Ces 4 mois de coma ont laissé des traces. Ses articulations se sont transformées en os, bloquant tous ses mouvements. C'est quand même effrayant d'être prisonnier de son corps et de ne pas pouvoir bouger. J'ai l'impression d'être contracté en permanence. J'ai les 2 épaules qui sont bloquées. Voilà, je n'ai pas mes radios là, mais si vous voyez les radios, oh là là, ça fait peur, quoi. De voir toute cette masse osseuse autour de l'articulation qui t'empêche de bouger, quoi. Tu vois, moi, j'étais pas... T'arrives pas? Non, j'arrive pas. Encore heureux que celui-là, il bouge légèrement, mais je ne peux pas faire plus, quoi. J'ai l'omoplate, la clavicule et le bras qui sont soudés ensemble. Donc, tu vois, du coup, T'as mis combien de temps pour réapprendre à marcher? Plusieurs mois. Hein. Ouais, je dis, rien que pour m'asseoir déjà, pour essayer de m'asseoir, j'ai mis 9 mois, hein, en gros. Hein. Juste pour m'asseoir et encore, quand on s'assoit, c'est étourdissant. Hein. Heureusement qu'il y a la rééducation, quoi. Sinon c'est difficile. Hein. Très très difficile. On pousse, on met ta main sur ta figure. Non, encore il a déjà gagné, mais il y a un an c'était assez terrible. Hein. Parce
Là, il a été opéré du coude, mais il a déjà été opéré de la jambe. Là, vous voyez au fur et à mesure les progrès Bah, moi, je vois les progrès au niveau de la flexion. Après, je sais que c'est long, quoi. Je t'avouerais que c'est plutôt... c'est sa patience à lui aussi. Tu vois. Voilà, j'écris sur la patience. Exactement. Voilà. Tu vas? Alors d'abord, tu le fais comme ça. Pour cet ancien champion de Vaha, la route est encore longue avant de retrouver le plaisir de ramer. Ça va être difficile quoi, pour réactiver tout ça dans les mouvements de la rame, tout ça. Et bon, je pense que ça va aider hein, au niveau thérapeutique. Hein. Bon, je pense que le sport, ça aide beaucoup aussi. Hein. Bon, mais c'est difficile pour moi à saisir toi, un objet, tout ça. Peut-être avec la rame, ça va réactiver tous ces petits muscles. Mais c'est pas pour maintenant, ça va être difficile. Mais j'ai encore un bon bout de chemin à faire. Voilà. La Polynésie française est aujourd'hui considérée comme débarrassée du virus du Zika. Depuis, le chikungunya est revenu. Et la dengue est toujours aussi redoutée. En attendant le prochain arbovirus, connu des seuls spécialistes.